Alors, bienvenue à tout le monde. Pour cette table ronde, on va parler d'Amazon. Du coup, c'est organisé par le STUC. Je m'appelle Tom. Je suis salarié de l'association de la monnaie locale. Et on a notre assemblée générale cet après-midi. Mais ce matin, on avait envie d'aborder un sujet de fond. Et pour ça, j'ai proposé à Chloé, Adrien et Eric d'intervenir. Je vais vous laisser vous présenter. Moi, je m'appelle Chloé Bourguignon, je suis responsable syndicale dans un syndicat qui s'appelle l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Adrien Montagu, militant Alternatiba et les Amis de la Terre. Donc je me suis pas mal investi sur la campagne surproduction des Amis de la Terre en lien avec Amazon du coup. Et moi c'est Eric Schulz, je suis là en tant que libraire indépendant, librairie spécialisée La Tache Noire, mais libraire indépendant surtout. Dans cette première partie, on va essayer de dresser un petit portrait de c'est quoi Amazon, qu'est-ce que ça représente. Et pour ça, je voulais poser la question à Adrien. Voilà, on en est où de l'implantation d'Amazon en France ? Ok, donc alors c'est quoi Amazon à part répondre c'est le mal absolu, je peux essayer d'un peu détailler un peu plus parce que sur l'implantation d'Amazon en France, on va y revenir sur le nombre d'entrepôts, etc. Mais il faut déjà comprendre qu'Amazon, c'est pas uniquement de la vente en ligne de produits et de biens, donc on pense souvent aux livres et on y reviendra, mais ils vendent énormément de produits électroniques, de produits textiles sur leur marketplace. Leur marketplace, c'est la face visible un petit peu de l'iceberg de l'empire Amazon, puisque c'est pas là où ils font la majorité de leurs revenus. C'est une plateforme où ils vendent à perte en fait, pour détruire la concurrence, et peut-être qu'on y reviendra aussi. Mais là où ils font leur beurre, pour ainsi dire, c'est avec Amazon Web Services, qui est qui propose des services en ligne en fait, que ce soit pour de la pub en ligne, mais aussi tout un tas de services d'hébergement de sites web, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut véritablement boycotter Amazon, c'est très compliqué, puisque même en se connectant par exemple sur le site de Pôle emploi, c'est pas exclu qu'on utilise des services d'Amazon qu'Amazon vend à Pôle emploi. Donc boycotter Amazon aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Mais on peut quand même essayer de faire des trucs. L'idée d'Amazon, c'est Jeff Bezos, son ancien président, qui est maintenant plus que principal actionnaire. Son idée, c'est de devenir la seule et unique entreprise du monde. Donc derrière cette idée-là, elle se traduit par une stratégie d'expansion massive en détruisant toute forme de concurrence. Donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire aux États-Unis en développant un réseau d'entrepôts sur tout le territoire. Et ce qui s'est passé là-bas, il y a un phénomène qui s'appelle le Retail Apocalypse, c'est-à-dire qu'en gros, de par leur emprise qu'ils ont réussi à obtenir, et le fait qu'ils vendent à perte sur leur plateforme en faisant du dumping sur les prix, etc., ça a détruit toute la concurrence. Mais la concurrence là-bas, c'est pas forcément des libraires indépendants, hein, c'est des chaînes d'entreprises avec des centaines de milliers de salariés, etc. Donc le modèle, c'est de dire on va commencer par vendre à perte, et un jour, quand on sera dominant, on augmentera un tout petit peu nos marges, et comme ça sera le jackpot, et nos investisseurs, ça va être le paradis pour eux. Et jusqu'à présent, ils sont toujours dans un modèle où on vend à perte, on vend à perte, on vend à perte. Ce qui fait qu'Amazon est une entreprise qui, pour l'instant, ne distribue très peu de dividendes à ses actionnaires. En fait, ils leur font toujours miroiter la poule aux œufs d'or pour l'avenir futur, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait, à part une petite fois. Du coup, en France, ils galèrent un petit peu quand même. Par rapport à d'autres pays européens, on n'a que 8 méga-entrepôts d'une superficie d'alentours, entre 150 000 et 190 000 mètres carrés. Donc c'est quand même énorme. Mais si on compare à l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où ils se sont un peu développés comme dans du beurre, il y a 22 ou 30 entrepôts de ce type-là. 22 je crois, une vingtaine en Allemagne et au Royaume-Uni, alors qu'en France on n'en a que 8. Après, au-delà de ces méga entrepôts, donc là c'est là où en gros il y a des milliers de camions qui arrivent tous les jours, qui déchargent tous les colis, et ensuite les colis sont dispatchés dans d'autres agences de livraison, et donc il y a des plus petits entrepôts de 70 000 m², donc c'est quand même des
costauds entrepôts, ou 30 000 ou 10 000, enfin bon bref, c'est de l'ordre d'une dizaine de milliers de mètres carrés. Et là par contre, si on ajoute aux 8 méga entrepôts, ces entrepôts-là, il y en a une trentaine en France. Et le projet d'expansion d'Amazon en France était d'en construire vraiment beaucoup plus d'ici 4 ou 5 ans. Et là, en fait, quand je dis ça, c'était à l'époque où on a commencé la campagne en 2020. Et il s'avère qu'on leur a mis quand même un certain nombre de bâtons dans les roues. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou si j'en parle après. Ok, très bien. Bon, ben voilà. Donc, c'est un peu pour le panorama d'Amazon aujourd'hui. C'était juste pour dire qu'ils vendent plein de trucs et que c'est complexe de lutter contre. Merci. Eric, tu es gérant d'une librairie indépendante. Du coup, dans le Grand Est, il y a environ 130 librairies indépendantes. En tout cas, c'est le chiffre que j'ai vu. Toi, tu en fais partie. Quand on te dit Amazon, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Qu'est-ce que ça représente pour moi ? Alors, je ne vais pas reprendre l'expression qui a été employée tout à l'heure. Mais globalement, en librairie, quand on parle de ça, on parle de celui dont on ne dit pas le nom. Celui dont on ne dit pas le nom, on refuse clairement d'en parler parce que bon, le principe, c'est déjà, ça nous pose un sérieux problème, mais c'est aussi qu'on part du principe que chaque fois qu'on finit par en parler, ça finit par lui faire de la publicité malgré tout, et donc on refuse de rentrer là-dedans. Alors le problème, pour nous, le problème de la vente en ligne, on va dire en général, c'est que c'est vrai que ça développe une concurrence. Alors il y a plein de questions derrière, hein. Il y a la question des librairies de proximité, il y a la question du territoire, il y a la question de l'indépendance, il y a plein de choses. Il y a aussi la question derrière qu'il faudra peut-être aborder à un moment, hein, qui est la question des rythmes de vie, des temps de vie des salariés, des rythmes de la ville ou des rythmes des territoires ruraux aussi, hein, qui font que finalement ça va représenter pour un certain nombre de personnes des solutions de facilité, alors que le commerce de proximité, le livre notamment, est là. Alors je vais reprendre un peu quelque chose que tu as dit à l'instant. C'est vrai qu'il y a la plateforme en ligne, mais il y a aussi derrière ça toute une toile sur le livre qui nous cause un certain nombre de soucis par rapport à la vente, parce qu'il y a aussi du conseil libraire-librairie, hein, si on prend la plateforme Babelio, qui conseille les lecteurs sur le choix, sur la proposition, ce qui normalement est l'essence même du métier de libraire. La plateforme Babelio, derrière, quand on vous propose de commander les livres tout de suite sur le site Babelio, c'est Amazon qui ressort. La plateforme Rakuten sur les livres d'occasion, c'est Amazon qui va ressortir. Donc ça, c'est un certain nombre de soucis. C'est que quasiment tout le champ du conseil commence à être couvert par ces plateformes-là. Et ça nous embarrasse. Alors sur la vente, évidemment, sur le conseil aussi. Ça pose des problèmes sur la vente de livres. Ça pose d'autres problèmes aussi au niveau des éditeurs. Hein, ils ont développé aussi tout un site qui aujourd'hui commence à monter en puissance et qui est très inquiétant sur l'auto-édition, hein, puisqu'ils proposent notamment à des auteurs qui ne trouveraient pas chez des éditeurs des débouchés immédiats tout de suite ou des marges suffisantes, d'éditer des livres directement qui vont vendre en plateforme, qu'on ne trouvera même plus en librairie. Ça nous arrive, nous, régulièrement, même d'avoir des propositions ou des commandes de livres. On finirait par devenir quelque part des librairies Amazon, parce que c'est produit, c'est imprimé, c'est distribué, c'est maquetté directement en ligne sur tout ça. Donc ça, c'est une autre difficulté. C'est derrière toute la chaîne du livre qui finit par être menacée à un moment, puisque les éditeurs aussi ne voient plus, notamment ce qu'on appelle improprement les petits éditeurs, ne voient pas forcément leurs propositions littéraires ressortir dans les algorithmes. Donc ça veut dire qu'on va avoir une concentration, même en termes culturels, autour de quelques titres qui vont être valorisés par les algorithmes, et non plus la découverte de travaux qui peuvent être portés par d'autres, hein, d'écrits qui peuvent être portés par d'autres. Donc il y a un problème d'accès à la culture et aux livres derrière tout ça aussi. Je le fais de manière un peu déconstruite. Juste pour parler chiffres, hein, j'ai fait des recherches parce que j'étais très angoissé par cette table ronde. Pour voir un peu quelle était la part en fait qu'a pris la vente numérique. Alors j'ai trouvé sur le ministère de la Culture des chiffres qui sont quand même assez éloquents, mais qui montrent qu'il y a un problème sur la vente en ligne. Enfin, pour nous, libraires, il y a un problème qui est plus large et plus global aussi sur la concentration, on va dire, de la vente de livres. Parce que si on prend les chiffres sur 20 ans presque, entre 2004 et 2022, la vente de livres en ligne est passée de 5% à 22%.
Donc il a bien fallu prendre quelque part ces 17%. Les premiers qui ont été touchés par ça, ça a été la vente par correspondance. Les réseaux même de type France Loisirs ou autres, qui se sont effondrés, qui ont pas pu résister à cette pression-là. Les librairies indépendantes ont été touchées un peu, enfin les librairies en général, parce qu'il y a plusieurs catégories de librairies, ont été touchées un peu puisque les chiffres de vente en librairie sont passés de 27 à 22%. Donc on a perdu 5 points de vente. Mais on résiste relativement bien puisqu'aujourd'hui on est quasiment à égalité avec la vente en ligne. Mais combien de temps, ça va être un peu compliqué. L'autre problème qu'on a, c'est, j'en parlais tout à l'heure à Joël Stéphane rapidement, c'est le développement aussi des grandes surfaces spécialisées, de type Cultura, en périphérie des villes, qui vont capter quelque part un lectorat, j'ai du mal à dire clientèle, mais un lectorat, qui ne viendra plus en librairie indépendante, avec les mêmes conséquences sur l'édition, sur la diversité de l'édition, la diversité culturelle. Donc ça, c'est un premier souci. Le dernier souci qu'on a vraiment, parce qu'en plus c'est dans l'actualité, c'est, vous avez tous vu que depuis le 7 octobre, la loi Darcos a été mise en œuvre, soi-disant pour pénaliser les plateformes de vente en ligne de type Amazon. En fait, de mon point de vue, du point de vue des libraires indépendants, cette loi Darcos ne sert à rien et ne finira que par renforcer finalement la vente en ligne et Amazon. Pourquoi ? Vous avez vu le principe très rapide, c'est qu'on n'est plus sur les envois de livres à 1 centime. On va les passer à 3 € jusqu'à 35 € de commande. Donc en théorie, on va dire c'est pas mal puisque Amazon doit payer plus. Le problème derrière ça, il est de 2 ordres. Le premier problème, c'est que vous pouvez commander tout et n'importe quoi sur Amazon, ce que tu viens de dire. Il suffit qu'il y ait un livre à l'intérieur pour que vous passiez le plafond de 35 €. Donc vous commandez un livre de poche, vous achetez, je ne sais pas, 5 paquets de pâtes ou autre chose, puisqu'ils vendent aussi de l'alimentaire. Paf, vous êtes au-dessus de 35 € et ça vous diminue les frais de renvoi. Le deuxième problème, c'est que nous, par exemple, si on veut s'aligner sur ces tarifs-là, pour faire de la vente à distance, on n'y arrive pas, parce que les tarifs postaux restent extrêmement prohibitifs. Moi, j'ai pris l'exemple récemment, j'ai fait une émission sur TF1, peu importe. J'aurais pris un exemple assez concret. Pour envoyer un livre qui vaut 10 €, j'ai des frais de port qui me sont facturés 9,50 € par la poste, pour l'envoi. Si je m'aligne sur 3 €, je dois quand même sortir 6,50 € pour envoyer le livre. Ma marge étant contrainte quelque part, fort heureusement, par le prix unique du livre, ça veut dire que je finirai par vendre le livre à perte, puisque ces 6,50 € prendraient une partie de ma marge, mais plus que ça en plus, puisque je n'arriverai pas à expédier. Alors, juste pour terminer, parce que je suis déjà un peu long, quand même un rappel, sur le livre exclusivement, on a le prix unique du livre qui reste protecteur quand même par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est sur un prix unique du livre partout, qu'on l'achète en ligne, qu'on l'achète en librairie, qu'on l'achète ailleurs, c'est le même prix, avec les 5% autorisés par la loi Lang. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, protège les librairies, d'une certaine manière. Après, tous les autres problèmes qui vont derrière font qu'on reste quand même relativement fragile par rapport à ça. Le développement de la vente en ligne, pour des raisons diverses et variées, 22% aujourd'hui, autant que dans les librairies, on est quand même sur une tendance qui va aller à la hausse. Et si on ne réussit pas à réagir par rapport à ça, il risque d'arriver aux librairies et notamment aux indépendants. La même chose qui est arrivée aux disquaires, par exemple, qui ont fini par complètement disparaître du paysage. Et c'est une fragilité certaine. Donc les solutions, on en parlera tout à l'heure, mais c'est peut-être quand même de continuer à valoriser et le commerce de proximité et le travail des libraires, le travail des indépendants, le travail des libraires en général, pour résister à cette pression-là et empêcher cette machine de s'emballer et de détruire complètement le tissu, on va dire, économique de proximité ou la diversité culturelle qui existe dans ce pays. Merci beaucoup. Chloé, un peu même question. Toi, du point de vue syndical, qu'est-ce que ça représente Amazon pour toi ? Alors, d'un point de vue syndical, c'est un peu compliqué de vous répondre parce qu'en fait, comme disait Adrien, Amazon, c'est une toile très très diverse et il se trouve que y a une stratégie mise en place par l'entreprise qui fait qu'on n'est pas présent sur toute la chaîne.
et que le modèle économique fait que c'est extrêmement difficile de s'implanter à certains niveaux. Alors, dans les entrepôts, la présence syndicale est assez importante et diverse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs organisations syndicales qui sont représentées. Les élections viennent de se tenir, d'ailleurs, elles se sont terminées il y a quelques jours. Par contre, sur la chaîne, par exemple, de livraison, il y a une myriade de petites entités qui sont mises en place de cette façon spécifiquement pour diviser entre guillemets les responsabilités. C'est une histoire financière, c'est une histoire aussi d'organisation des travailleurs et des travailleuses. Et du coup, moi, je peux pas, à part l'expérience qu'on en voit, et à Strasbourg, on a eu un exemple l'année dernière, puisque on a une entreprise qui était cliente unique d'Amazon qui a fermé, qui a dû licencier ses salariés, mais c'est difficile d'avoir un retour avec une représentation syndicale forte. Je voulais revenir, je pense qu'effectivement, je voulais revenir sur la partie croissance. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 20% de croissance par an, Amazon, en tout cas sur les dernières années. Et ça rejoint en effet ce que tu disais, Adrien, les chiffres qu'on a pu connaître en Angleterre ou en Espagne. En tout cas, la France est un marché potentiel très important pour Amazon, et je pense que ça fait complètement partie des discussions et des échanges de voir comment Amazon s'adapte à cet enjeu économique pour eux, avec les contraintes entre guillemets de terrain qu'ils peuvent rencontrer en fonction des mobilisations sur les territoires, mais en se disant qu'il y a une clientèle, il y a un fort intérêt pour eux à implanter des nouveaux entrepôts, des méga entrepôts, mais aussi toute la myriade d'autres structures sur place. On constate nous aussi qu'il y a une tendance à la robotisation des sites qui est croissante. On pourrait penser que c'est moins générateur d'emplois. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors moi, je vais vous parler peut-être un tout petit peu plus du site de Metz, où du coup mon syndicat est particulièrement bien implanté, et ils sont en 4400 salariés à Metz aujourd'hui, et il se trouve que en fait, ça génère plus d'emplois, des emplois qui sont plus qualifiés aujourd'hui. Donc nous, d'un point de vue syndical, c'est toujours mieux. Ça veut dire qu'en général, les personnes peuvent avoir des meilleures conditions de travail sur des emplois mieux qualifiés. Ce qu'on constate, c'est que de toute façon, il y a quand même, avec cette robotisation, des troubles musculo-squelettiques qui apparaissent, avec des tâches très répétitives qui donc ont un impact assez important sur les douleurs que peuvent ressentir les personnes qui travaillent, les arrêts de travail, un taux d'absentéisme qui est assez important. Et puis une autre tendance que nos collègues à Metz nous signalent, c'est la forte pression sur les managers qui entraîne un très grand nombre de démissions et de burn-out. Donc sur une autre, on va dire, strate de l'entreprise, on a un niveau de management intermédiaire qui est très très pressurisé, et ça a un impact assez important sur leurs conditions de travail. Globalement, aujourd'hui, la tendance Amazon sur les entrepôts, c'est d'essayer d'éviter l'externalisation au maximum et de maîtriser l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui, par exemple, à Metz, il y a très peu de sous-traitants. Les intérimaires qui avaient été pas mal suspendus pendant le Covid ont été repris. Par exemple, sur le site de Metz, aujourd'hui, il y a 800 intérimaires. Mais comme les personnes intérimaires ne sont pas considérées comme fiables, entre guillemets, Amazon va avoir envie de réinternaliser ces missions-là en ouvrant des CDD. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a quasiment pas de CDD sur le site de Metz, par exemple, et donc ils vont essayer d'ouvrir le type de contrat qu'ils proposent aux personnes pour essayer de mieux maîtriser d'un point de vue RH les personnes qui travaillent sur le site. Juste pour vous donner un exemple, quand on a préparé cette table ronde, on discutait un petit peu de les conditions de travail, le taux d'absentéisme. À Metz, le week-end, ils peuvent avoir jusqu'à 40% d'absentéisme sur les sites. Alors c'est énorme. Je vous donne un exemple. Moi, ça m'a marqué. Moi, je suis fonctionnaire territorial, et à la ville de Strasbourg, par exemple, on a
On avait il y a quelques années des ATSEM qui étaient à 17% d'absentéisme et c'était vu comme vraiment le point énorme et un point sur lequel il fallait absolument agir. 40%, ça veut juste dire qu'en fait, il y a des gens qui étaient prévus sur un shift le week-end et qui ne se lèvent pas et qui ne viennent pas. Et c'est très compliqué pour l'employeur de lutter contre ça parce que, en fait, je pense que voilà, il y a plein de causes et c'est difficile de toutes les traiter à ce niveau-là. Donc du coup là vraiment la stratégie c'est d'essayer d'internaliser au maximum. Ça va avoir un impact assez important je pense que sur le bassin d'emploi. Peut-être pour revenir rapidement les points positifs que nous on voit au niveau syndical et quelques points un petit peu plus d'attention. Aujourd'hui dans les entrepôts, globalement, même s'il y a ces troubles musculo-squelettiques, les conditions de travail sont pas si mauvaises. Et nous ce qu'on voit, le niveau de dialogue social, globalement il est bon. Les instances, elles fonctionnent. Ça a l'air bête de dire comme ça, mais les instances de représentation du personnel fonctionnent. Et même dans des très grosses entreprises, c'est pas toujours le cas. Et les niveaux de salaire sont plutôt bons. Alors il y a un turnover très important, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les syndicats représentent les salariés et veulent obtenir des choses, on n'arrive pas forcément à obtenir des niveaux de salaire qui sont très importants. On l'a vu l'année dernière, il y a eu pas mal de mouvements de grève, justement dans les négociations annuelles obligatoires, parce que le niveau d'augmentation de salaire n'était pas suffisant, mais en fait on a réussi à négocier des primes qui sont assez importantes et aujourd'hui les collègues de Metz me disaient ça, pour certains contrats ça représente 16 mois de salaire en tout, ils touchent sur un an 16 mois de salaire. Moi je ne connais pas d'entreprise aujourd'hui qui verse ça, même dans des secteurs où il y a un très bon dialogue social et où une bonne négociation sur ce niveau-là. Alors bien sûr les primes c'est pas du salaire, ça permet pas de cotiser pour la retraite par exemple, mais quand vous restez 1 an ou 6 mois ou 18 mois dans l'entreprise, vous êtes content de la toucher cette prime en fait. Je pense que vous regardez moins sur la partie cotisation. Après, un des exemples intéressants de ce qui a pu être négocié, c'est que il y a eu la suppression de versement d'actions aux salariés. Et aujourd'hui, en France, on est le seul pays du monde où on a obtenu une prime compensatoire par rapport à ces actions. Et ça, pareil, ça a été vu comme une victoire. Et effectivement, sur le compte en banque à la fin du mois, ça a une différence. On voit aussi qu'il y a un investissement sur les questions environnementales. Aujourd'hui, Amazon, en tout cas, l'affiche en interne comme un vecteur de développement. Par exemple, à Metz, il y a maintenant une unité de 30 personnes qui travaillent, alors beaucoup sur la question du tri des déchets en interne. C'est vu même d'ailleurs comme une contrainte assez forte par certains salariés, mais utilisé avec des arguments de dire voilà, on est une entreprise exemplaire. Ça peut faire sourire, mais il y a ce côté de dire on est exemplaire. En tout cas, sur notre site, on fait attention à notre écosystème entre guillemets, et c'est des métiers qui ont vocation à être renforcés, à avoir encore un peu plus de monde, et les personnes qui vont travailler sur ces missions-là auront peut-être un turnover un petit peu moins important que les personnes qui sont derrière des robots sur des tâches répétitives. Donc je pense que c'est intéressant et ça montre l'importance pour moi de la question de l'image de marque et du souci que peut avoir Amazon de renvoyer une image d'employeur, si ce n'est employeur modèle, en tout cas employeur vertueux. Voilà, et forcément, alors une fois qu'on a parlé des entrepôts, pour combattre Amazon, entre guillemets, ou pour en tout cas s'interroger sur le modèle, je pense qu'on ne peut pas se contenter de travailler sur ces sites importants. Je reviens rapidement sur la question de la livraison. On voit que le fait d'avoir une multiplicité de petites entités qui s'occupent de la livraison réduit considérablement la possibilité d'encadrer le sujet. Aujourd'hui, donc Amazon a ce contrôle sur un certain nombre d'entreprises qui vont livrer, notamment sur le dernier kilomètre, dans des conditions qui sont extrêmement complexes. Ils répondent à des appels d'offres à très bas coût et on le voit, c'est des livreurs qui sont sur des salaires horaires qui sont compliqués, qui sont dépendants d'une application d'algorithme avec des tournées, avec des cas dans lesquels ils sont obligés de dépasser leurs horaires pour pouvoir terminer, et puis qui sont obligés de porter des colis lourds
dans des conditions qui sont compliquées, avec des véhicules qui ne sont pas révisés régulièrement. Enfin voilà, il y a tout un tas de soucis. Revenir rapidement, Fast Dispatch, une entreprise qui était cliente unique d'Amazon. Amazon a rompu le contrat avec Fast Dispatch l'été dernier, et donc c'était 800 salariés à l'échelle de la France, 80 à l'échelle de Strasbourg, et ils ont juste arrêté d'être payés. Et avec pas d'information de la part des RH, donc du jour au lendemain, voilà, il se trouve que ça s'est arrêté comme ça. Et pour une entreprise de 800 salariés, nous on avait 2 représentants syndicaux, syndiqués à l'UNSA, qui se sont retrouvés à devoir gérer la liquidation judiciaire d'une entreprise. Et la question c'était pourquoi est-ce qu'on n'avait pas une meilleure représentation syndicale? Il y avait une forte répression. Un très très gros turnover qui faisait que ça donnait pas du tout envie aux salariés de s'impliquer. Et puis ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, comme le dialogue social est compliqué, voire inexistant, aujourd'hui, devenir représentant syndical à cette échelle-là, c'est prendre des risques, c'est prendre le risque d'être licencié, d'être emmerdé sur la moindre mission, d'être blacklisté aussi dans d'autres entreprises si vous venez à faire d'autres métiers. C'est un souci qu'on voit un peu moins au niveau des entrepôts, même si forcément c'est toujours mal vu d'ouvrir sa bouche et de contester parfois des ordres ou des orientations de la direction. Mais aujourd'hui, pour nous, il y a vraiment un enjeu à faire en sorte de faire reconnaître les myriades d'entités comme des unités économiques uniques pour pouvoir organiser la représentation des salariés, considérer que c'est une activité commune. Et puis, il y a cet enjeu d'avoir un meilleur regard sur la question de la sous-traitance au sens large. C'est des discussions qu'on a commencé à avoir, notamment en échangeant avec des députés l'année dernière, parce qu'en fait, le droit aujourd'hui permet complètement à Amazon de diviser son écosystème, entre guillemets, les différentes chaînes, de la diviser de cette façon et de nous empêcher de nous organiser de façon collective. Merci. Là, on a beaucoup parlé des conséquences sociales du point de vue des travailleurs et des conséquences économiques du point de vue libraire. Mais du coup, Adrien, toi, tu fais partie d'une organisation écologiste. Pourquoi tu veux peut-être réagir à ce qui a été dit et Amazon qui se dit écolo, à quoi ça te fait penser? Oui, alors globalement, je vais revenir sur l'écologie, mais là juste, j'aimerais pondérer un tout petit peu le propos. On pourrait avoir l'impression que Amazon et les syndicats c'est l'idylle et que c'est fabuleux, ou parce qu'il y a un bon dialogue en France. Je pense qu'il faut le contextualiser, c'est-à-dire que il a peut-être été obtenu à post-Covid, dans le sens où pendant le Covid, il y a eu des scandales où ils maintenaient les gens dans des situations de travail catastrophiques, et il y a eu des fermetures administratives de sites qui ont été obtenues par certains syndicats. Et en France, je pense que les syndicats au sein d'Amazon ont eu un rapport de force très favorable, ce qui leur permet sans doute aujourd'hui de négocier des trucs de cette sorte. Par contre, aux États-Unis, c'est une guerre ouverte contre les syndicats au sein des entrepôts. Il y a des campagnes antisyndicalistes qui sont menées, et clairement, je pense que là, cette notion de on va essayer de le faire un petit peu tranquillou pendant quelques années, ça s'inscrit dans la campagne qui a été lancée, qui s'appelle le projet Ratatouille, c'est un projet d'Amazon qui a pour ambition justement de redorer leur image de marque. Et donc, je pense que c'est tout à fait dans leur strate en ce moment de brosser les syndicats dans le sens du poil. Donc, ne nous endormons pas trop sur ces sujets-là, parce que il faudrait quand même juste, je vous tenir à rappeler ce point-là. Après, sur le côté environnemental, effectivement, on a vu des fabuleuses vidéos où il y avait des salariés d'Amazon qui disaient que regardez, dans notre pré, on a mis une chèvre, elle tend la pelouse, c'est fabuleux, on économise du mazout pour faire tourner la tondeuse. Exceptionnel. Mais bon, il faut rappeler, le cœur de l'activité d'Amazon, en fait, elle est basée sur, si la campagne des Amis de la Terre s'appelle surproduction, c'est vraiment parce que c'est un des acteurs qui participe à ce qu'on appelle la surproduction. Les Amis de la Terre se sont très vite détachés de la notion de surconsommation qui a tendance à culpabiliser le consommateur, quand la surproduction génère en fait plus de production que ce que la demande nécessite. Et donc en fait, c'est par des mécanismes comme ça a été évoqué là, par rapport à si j'achète un livre, tiens, je pourrais prendre 2 paquets de pâtes, mais là ça sera plutôt, tiens, je vais peut-être prendre un bibelot et puis un truc qui me sert à rien parce que j'ai
j'ai pris un abonnement Prime qui m'impose une forme de rentabilité, comme je paye tous les mois un truc pour avoir accès à mes vidéos en ligne, j'ai 10% de réduction sur les frais d'exped ou les prix sur la plateforme de marque. Donc pour amortir mon abonnement à la Ligue 1, eh bien je vais plus consommer à côté. Et donc il y a plein de mécanismes comme ça où en gros pour gagner des parts de marché, on sature la marketplace d'objets, de biens pour générer plus de trafic. Parce que pour pouvoir avoir une marketplace qui tourne, ce qui est important, c'est qu'il y ait énormément de trafic. Pour qu'il y ait énormément de trafic, il faut que l'offre soit pléthorique. Et donc, on génère des offres pléthoriques, même si les gens sont déjà équipés de produits électroniques, même si au niveau du textile, les habits sont portés que quelques fois, etc., etc. Et donc, tout ce phénomène de surproduction, eh bien, ça a une empreinte environnementale énorme. Les études qui étaient menées à l'époque par les Amis de la Terre parlaient de l'empreinte environnementale d'un pays comme la Hollande. C'est-à-dire qu'en gros, comme ces produits sont produits à l'autre bout du monde, dans des zones où on va dire le réseau énergétique n'est pas alimenté à l'air et à l'eau douce, hein, c'est plutôt du charbon, eh bien, la facture environnementale importée, l'empreinte carbone est énorme sur notamment les produits électroniques et le textile. Et donc, on peut s'atteler aux sujets environnementaux locaux. Et là, il y a aussi des sujets, hein, puisque quand on déploie des entrepôts Amazon, alors ils vont nous dire qu'ils les développent sur des zones déjà artificialisées, mais il y a eu des cas où ils ont essayé de développer des entrepôts comme à Fournes, au milieu des champs, dans des vignes. Ça s'est pas fait parce que bon, là-bas c'était un sketch total. Mais il y a d'autres endroits où donc ça bétonne des terres. On a des entrepôts sur lesquels il y a environ le petit millier de poids lourds journaliers qui viennent livrer les entrepôts. Amazon, c'est du fret aérien, c'est-à-dire jusqu'en 2019, je crois que l'augmentation par fret aérien a augmenté de 30% au sein d'Amazon, parce que pour pouvoir livrer des gens en moins de 24 heures, eh ben, il faut forcément faire venir les produits très vite et de très loin. Donc c'est tout un ensemble en fait d'externalités environnementales qui sont énormes. Et donc c'est sûr que quand on met en place des stratégies environnementales locales, ça occulte un petit peu le problème. C'est un peu comme Total qui va nous dire regardez, on met des panneaux solaires sur nos stations essence, assez génial, et à côté on fait le projet EACOP en Ouganda. Donc bon, du coup il faut un peu pondérer la communication environnementale de ce genre d'entreprise, et donc voilà, donc c'est pour ça que en fait les Amis de la Terre se sont mobilisés vraiment, parce qu'au début leur souhait c'était de limiter le nombre de produits neufs qui étaient vendus chaque année. Donc au départ ils s'étaient dit on va faire des propositions de limitation du nombre de produits neufs mis en place vente chaque année. Bon, on va dire que ce genre de mesure n'a pas fait consensus au sein de la majorité que l'on connaît, et donc ils se sont rabattus sur on va taper sur le premier client qui est le plus à même, qui est un des premiers acteurs de la surproduction, à savoir Amazon. Mais là on pourrait aussi parler de Shein pour les habits, etc. Il y a d'autres acteurs de la surproduction, mais disons qu'Amazon était le bon client, quoi, parce que on l'a pas évoqué, mais tout l'évitement des taxes et tout, c'est un truc de fou à quel point ils jouent sur tous les tableaux pour limiter au maximum leur contribution à ce que devrait payer toute entreprise au sein de l'État. Donc voilà, donc je me suis un peu emporté, mais j'ai déjà trop parlé. Voilà. Non, mais je vais te redonner la parole, parce que parler un peu aussi de la stratégie. Moi, ce que j'ai relevé, c'est notamment l'alliance avec la Confédération des commerçants de France, qui est quand même assez inédite. Je trouverais ça intéressant que tu en parles. Oui, donc alors pour mener la lutte, il y a plusieurs leviers. Il y a les luttes locales, et on y reviendra peut-être, mais il y avait aussi une lutte au niveau national, c'est-à-dire que après l'échec des propositions associées au quota de vente, il y a eu la volonté de mettre en place un moratoire sur les entrepôts du e-commerce qui dépendent d'entrepôts de plus de 2000 m² ou 3000, enfin bon bref, on avait mis des propositions dans des propositions d'amendement à différents niveaux. Puisque ça s'inscrivait dans le cadre. Alors il y a eu plusieurs tentatives. Je vais juste parler de la tentative qui a suscité le plus d'engouement au niveau des parlementaires. C'était à l'occasion de la loi convention citoyenne qui est issue de la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'était la loi climat et résilience qui a été votée en 2021, je crois, quelque chose comme ça. Et donc en fait,
à la base, les 150 citoyens avaient fait une proposition de moratoire sur les zones commerciales de plus de 10 000 m² en périphérie, justement pour éviter un petit peu ce qui a été dit juste avant. Et ils ont demandé conseil aux administrateurs de l'Assemblée pour savoir si, en mettant en place cette proposition, ça allait aussi bloquer les entrepôts du e-commerce. Et les gens de l'Assemblée leur ont dit oui, pas de problème, ne vous inquiétez pas, zone commerciale, les entrepôts seront compris dedans. Et donc les 150 se sont fait berner par les administrateurs de l'Assemblée qui leur ont donné une mauvaise information, ce qui fait que leur proposition au départ s'est un petit peu cantonnée aux zones commerciales, mais dans leur esprit, l'intention des législateurs, si on devait l'appeler comme ça pour les 150, il y avait les entrepôts du e-commerce. Ce qui fait que ça arrangeait bien la majorité puisque ça ne concernait pas de fait les entrepôts du commerce qui ne sont pas considérés comme des zones commerciales puisqu'il n'y a pas de chalands, de passants qui viennent au sein des entrepôts. Et donc ça a exclu les entrepôts de cette proposition de moratoire qui en fait n'en est pas une, mais bon on va pas regarder là-dessus. Et donc nous avec les Amis de la Terre on a essayé de porter une proposition pour faire entrer les entrepôts du commerce dans cette proposition de moratoire. Et là, ça a fait l'objet d'une campagne de plaidoyer citoyen assez remarquable, puisque partout en France, les groupes locaux se sont mobilisés pour aller sensibiliser leurs députés dans les circos, faire pression, leur exposer par A plus B que non, le développement d'un entrepôt sur leur territoire, ça ne créait pas des emplois, ça en détruisait, puisque la destruction d'emplois nets en France est évaluée à 85 000 emplois. Est-ce que je dis pas une bêtise? Je crois que c'est de l'ordre de 80 000 emplois. Si, c'est ça. 80 000 emplois nets, c'est-à-dire que quand on prend l'addition des emplois créés dans les entrepôts, dans les filières logistiques, dans tout ce qui gravite autour des emplois, mais qu'à côté on prend la destruction d'emplois dans les commerces de proximité, même dans les grandes chaînes de distribution, parce qu'on a parlé de Cultura, mais sans doute qu'ils vont en prendre une châtaigne hein, si ça continue comme ça, mais même dans les grandes chaînes de distribution, là en ce moment il y a Etam, le textile qui s'effondre, c'est très probablement de par l'émergence de ces plateformes qui font du dumping et qui cassent tous les prix. Donc en exposant tous ces arguments-là, eh bien effectivement on va à trouver des alliés au sein de la Confédération des commerçants de France et la bataille a été menée conjointement avec eux et on a réussi par cette alliance à fédérer plus de 200 parlementaires qui ont déposé des amendements très radicaux quoi. Et quand on parle de 200 parlementaires, il y avait 70 parlementaires ou 40, non c'était 40 de la majorité qui ont déposé des amendements issus et rédigés par les Amis de la Terre, donc un truc complètement inouï. Et donc on est arrivé en commission, donc la proposition de loi issue de la Convention citoyenne pour le climat, elle est arrivée dans une commission spéciale où il y avait 70 parlementaires qui siégeaient, et au sein de ces 70 parlementaires, on en avait 40 qui étaient théoriquement acquis en notre cause. Donc là on est, enfin bon, je suis pas naïf, mais il y a eu un petit moment où on y a cru quand même. Et donc, regardez les débats parlementaires hein, en direct à l'Assemblée, c'était passionnant. Il y avait 52 articles et tout. Et arrivé le 52e, c'est là où il y avait les amendements de moratoire sur l'entrepôt. On essayait de compter, en reconnaissant les députés dans la place, qui étaient des nôtres et tout. Enfin, moi, c'était vraiment un match de foot, quoi. Et là, pause de séance, hop. Et puis livraison de Playmobil, voilà. Donc on a vu arriver des députés qu'on n'avait pas vus sur les 50 premiers articles qui ont popé comme ça, qui sont juste venus pour défendre le modèle Amazon. Et on s'est fait retourner comme des crêpes. En plus c'était pendant le Covid, donc les 70 députés ne pouvaient pas être dans la salle en même temps, donc il y avait des turnovers, enfin bref, ça et tout. Donc voilà, on s'est fait retourner comme une crêpe après une pause de séance, et on a su après effectivement que Amazon c'était une ligne rouge et que Macron refusait qu'on touche à ce modèle-là, parce que il est un peu fan de la Startup Nation, hein, le Self-Made Man, tout ça, il est fan. Et donc, il y a une accointance très forte entre Macron et Jeff Bezos. Et donc, c'était une ligne rouge à pas franchir, quoi. Donc, on a certains députés qui ont retourné leur veste pendant la commission spéciale. Et puis ensuite, on a perdu ce premier bataille à cet endroit. Et puis ensuite, quand le texte est arrivé en séance publique, là, il y a eu de nouveau des amendements qui ont été déposés, mais le game était déjà perdu.
Et donc, ce que ça montre, c'est que... et alors après, on peut parler aussi de toutes les actions de désobéissance qui s'adossaient localement, parce qu'en fait, c'est des stratégies de campagne où on va jouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'on va aller sensibiliser les députés. Si ceux-ci n'écoutent pas, on va peut-être faire des petites dégradations de permanence. Si ça fonctionne pas, on va aller bloquer des entrepôts, etc. Et donc, ça s'inscrit dans une stratégie globale. Ce qui était intéressant, c'était qu'en parallèle, au niveau local, il y avait aussi des recours juridiques qui nous permettait d'obtenir des victoires, et donc à chaque victoire obtenue, ça mettait de nouvelles occurrences médiatiques pour faire rebondir le sujet dans les médias. Donc vraiment, c'était une campagne hallucinante qui n'a malheureusement pas abouti d'un point de vue réglementaire. Par contre, on a quand même clairement ralenti l'expansion d'Amazon en France, puisque là, aujourd'hui, je pense que si on n'avait rien fait, il y aurait 10 entrepôts de plus en France, 10 mégas entrepôts peut-être. Donc on a quand même un petit peu ralenti leur expansion, ce qui fait que là, des derniers articles de Duval, qui est le président d'Amazon France, dans Challenge, exposait le fait que Amazon sortait les crocs et repartait à la conquête de la France pour faire face à l'opposition farouche des Amis de la Terre. Donc les Amis de la Terre avaient été identifiés vraiment comme ennemis jurés d'Amazon dans Challenge, dans le gros titre. C'était assez cool. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on a parlé là de l'opposition. On ne va pas rester très longtemps sur la politique gouvernementale. Je pense qu'on peut résumer au fait que Macron a donné la Légion d'honneur quand même à Jeff Bezos. Je pense que ça en dit long. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un crochet quand même sur ce qui se passe du côté de la tache noire là depuis quelques mois. Et indépendamment d'Amazon, c'est quoi la situation, ta situation avec la librairie? Et parce que là, on va commencer à s'intéresser aux leviers en fait qu'on va pouvoir mobiliser, et les questions de solidarité sont très importantes, et c'est ce qu'on essaye de créer avec le STUC, une communauté de personnes qui se mobilisent autour de ces enjeux. Et je pense que ce que tu vas nous raconter sera intéressant de ce point de vue. Je te remercie, j'étais pas forcément venu pour parler de la tache noire en particulier, mais je vais en parler un peu quand même, et des librairies indépendantes en général, notamment à Strasbourg. Mais avant, je voudrais quand même faire un petit détour, si tu permets, par rapport au débat qu'on a, parce qu'on approche de la question de la solution. Moi, ce qui me dérange beaucoup chez Amazon, et il faut revenir aussi peut-être un peu sur les années précédentes, comme tu l'as fait, notamment sur la période de la crise sanitaire. Parce que là, il s'est passé un certain nombre de choses qui ont des impacts aujourd'hui qui sont très concrets. Mais la première chose que je voudrais dire quand même, c'est que derrière le modèle de la vente en ligne, ce modèle de grands entrepôts et autres, il y a effectivement la question des coûts, on casse les tarifs, on fait du dumping et autres. Il y a la question soi-disant aussi de la rapidité de la livraison, hein, on va être livré chez soi en 24 heures. Mais derrière tout ça, finalement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, à mon avis, où le levier d'action est le plus important, c'est aussi la sensibilisation, quelque part, du consommateur dans ses pratiques de consommation, dans ses rythmes de vie, dans son organisation à lui. Et je vais expliquer un peu rapidement, sans être trop long là-dessus, c'est que derrière le modèle Amazon, on va l'appeler comme ça, même si j'aime pas dire son nom, il y a une déstructuration complète de la société, du lien familial, du lien social, du lien des rythmes de vie privés, d'un certain nombre de choses, où finalement, on va dire aux gens, mais de toute façon, vous pouvez travailler à des horaires atypiques, vous pouvez travailler toute la journée, vous pouvez travailler sur un certain nombre de choses, vous serez livré chez vous en 24 heures. Alors soit à domicile, soit dans des casiers dont vous allez avoir le code, soit évidemment dans des boutiques qui auront fait faillite mais dont on va récupérer les locaux, on va les couvrir de noir et vous viendrez récupérer les choses à l'intérieur. Finalement, vous avez tout à portée de main, donc on va continuer à déstructurer la société, le lien familial, le lien social, le lien privé, et vous serez toujours servi. Et ça a des conséquences qui sont terrifiantes. Je fais le lien avec la crise sanitaire, notamment par exemple avec... Il y a eu deux étapes. Dans le premier confinement, il y a effectivement eu ce moment assez magique où on enfermait les gens chez eux tout en leur disant que la lecture, c'était pas une activité essentielle, donc que les librairies devaient fermer. Donc on enfermait les gens chez eux sans avoir accès aux livres et à la culture. Ça, c'était assez magique. Mais pendant ce temps, Amazon continue à tourner et à faire de l'expédition. Jusqu'au moment où des organisations syndicales, je ne sais pas si c'était l'UNSA ou la CGT ou d'autres, mais ont déposé des recours qui ont fait fermer les entrepôts Amazon. Et là, la chose qui s'est passée
en termes de proximité, c'est que les librairies, notamment les indépendants, se sont mis à faire du click et cueillette, click and collect. Voilà, mais ça a fini par marcher, parce qu'on voyait non seulement que le livre était un produit essentiel, mais que dès qu'on coupait le robinet Amazon, les gens revenaient en librairie. Le deuxième exemple par rapport au temps de vie et au rythme de vie, c'est quand on a eu l'instauration du couvre-feu. On a changé nos horaires d'ouverture. On ouvrait plus tôt, ce qui fait que les gens, dans la période contrainte où le travail était restructuré par rapport au couvre-feu, retrouvaient le temps aussi de retourner en librairie et d'avoir accès au commerce de proximité. Donc si on n'a pas quelque part, alors c'est au niveau gouvernemental ou autre, une action par rapport au temps de travail, par rapport aux horaires de travail, par rapport à nos heures d'ouverture en librairie, 10h, 19h, elles ne sont pas forcément cohérentes avec le temps de vie, le temps de travail des gens, avec leur pause méridienne et autres. Moi, là où je vends le plus de livres, c'est entre midi et 14h ou après 17h. Le reste de la journée, c'est des gens de passage, c'est des gens qui sont en congé, en RTT, des touristes et autres. C'est pas là qu'on fait l'activité. Donc on voit très bien qu'on fait l'activité sur des temps relativement contraints, qui restent un peu en cohérence ou pas avec le temps de travail, avec le temps de déplacement, avec la localisation de l'activité des gens. Donc ça, je pense que c'est aussi un truc. Moi, j'ai parfois des gens qui me disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas ouvert jusqu'à 22h? Je pourrais passer vous voir. » Bah pourquoi je ne suis pas ouvert jusqu'à 22h? Parce que ça déstructurerait. C'est interdit. Pas forcément. C'est interdit. Mais voilà, il y a des choses. On voit très bien que le problème, ça va être aussi la contrainte au niveau du consommateur qui lui est imposée dans ses rythmes de vie, qui va l'amener quelque part à se retourner vers des formes d'achat en ligne qui sont destructrices et de son temps de vie et de son temps personnel et de l'activité de proximité et qui vont renforcer celui que nous on appelle l'ogre, celui dont on ne dit pas le nom, dans ses pratiques et continuer à balayer tout. Donc ça c'est un truc qui est assez important à remettre en perspective, changer les pratiques de consommation, rappeler ce que peut apporter le commerce de proximité, là ça c'est pas interdit. Là on peut y aller et voir effectivement que par exemple sur une ville comme Strasbourg, on a un tissu relativement exceptionnel de librairies indépendantes, puisque je crois que sur la ville de Strasbourg, je ne sais plus si on a 23 ou 27 librairies indépendantes, si on compte les librairies de quartier, les librairies de proximité, les bouquinistes et autres. Sur la métropole, on doit être à 32. C'est assez unique pour une agglomération de taille équivalente, mais il faut remettre en perspective tout le temps, par rapport aux consommateurs, aux gens, que ce réseau-là existe et qu'il est à disposition, et que finalement, quelque part, dans notre offre de produits, quand on prend de livres, quand on prend tout le monde, c'est comme si on avait un gigantesque entrepôt, avec accessible immédiatement quelque chose dont on peut avoir envie, c'est pas la peine. Moi j'ai parfois des clients, ça c'est pour l'anecdote, ça va vous faire rigoler, qui viennent en librairie, ils regardent les livres, et ils nous disent, ça vous dérange pas si je prends le livre en photo? Alors, bah non, moi ça me dérange pas sur le principe, mais je demande, mais pourquoi? La première réflexion c'est, je vais voir si je le trouve pas moins cher ailleurs. Donc là, on recommence le discours en disant « Depuis 1981, la loi Lang impose le prix unique partout. Vous ne le trouverez pas moins cher ailleurs. Bien sûr, vous pouvez aller regarder, mais ça sera le même prix partout. » D'accord. Après, oui, mais, parce que le client, il se défend forcément, qu'on lui a expliqué ça, il va nous dire « Oui, mais là, forcément, je vais faire mes courses en ville, j'ai pas envie de le porter, machin, etc. » Donc, mais c'est pas grave, vous pouvez le laisser ici, et quand vous repassez dans l'autre sens, on vous l'emmènera. Oui, mais finalement, je vais voir si je peux pas le commander en ligne, parce que ça sera plus rapide. Et alors là c'est l'interpellation, mais il dit comment ça plus rapide? Bah oui, si je le commande en ligne, demain je l'ai chez moi. D'accord, le plus rapide c'est quand même de le prendre sur la table et de passer à la caisse, faire quelque chose. Enfin, mais c'est des situations complètement kafkaïennes. Mais ça, je dis ça fait toujours rigoler, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement. Mais ça montre aussi l'état d'esprit dans lequel le consommateur peut être, mais même de manière naïve, c'est pas méchant quand un client vous dit ça, il est dans sa réflexion, il est dans sa pratique, mais c'est là-dessus aussi qu'on devrait avoir des leviers pour agir, alors agir au niveau local ou agir au niveau global, peu importe, mais agir là-dessus, changer les représentations des gens et leur montrer qu'en fait, la plupart de ce dont ils pourraient avoir envie, en fait, est accessible immédiatement, tout aussi rapidement que sur une plateforme en ligne. Alors, juste parenthèse, j'ai toujours pas parlé de la tache noire, mais ça, c'est pas très grave. Les libraires indépendants se sont fédérés dans des réseaux, des plateformes. Vous avez Place des libraires, leslibraires.fr, la librairie.com, qui essaient de proposer
de montrer en fait que quand on trouve dans ces réseaux de librairies indépendantes, quand on va chercher un bouquin particulier, on finit par le trouver immédiatement n'importe où en France par rapport à son besoin. Le problème qu'on va avoir derrière, c'est qu'on n'est pas cohérent, je l'ai dit, par rapport au prix d'envoi tout à l'heure du livre, on n'est pas cohérent forcément non plus en termes de rapidité. Parce que moi, des fois, j'ai des gens de Nantes qui me commandent un bouquin, donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse venir de Lyon à Strasbourg pour l'envoyer après à Nantes. Ça ne me prend pas 24 heures, hein. Ça me prend généralement une semaine à 10 jours. Ça, c'est un problème. Et puis, l'impact écologique qu'il y a derrière aussi, il est évident. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas, en dehors de la proximité, on n'arrivera pas à mettre en place des outils. Quand on veut se positionner sur le même créneau que la vente en ligne, en tant que libraire indépendant, c'est pas cohérent. Et finalement, on leur donne des armes sur lesquelles on finit par se faire avoir complètement. Et je pense que, alors bon, il y a un autre souci dont on reparlera tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on voit même des entreprises d'économie sociale et solidaire qui se positionnent sur ce créneau-là, qui développent des plateformes de vente en ligne assez massives, qui, notamment pour le livre d'occasion, mais qui s'alignent aussi sur la pratique d'Amazon et qui entretiennent cette déstructuration du lien social, du rythme de vie en faisant croire, en donnant l'illusion qu'on peut tout trouver en ligne au lieu de le trouver dans la proximité, et en s'alignant sur le modèle Amazon, même si derrière on pense avoir des pratiques plus ou moins vertueuses, ben finalement on ne fait qu'entretenir la machine de destruction globale qui est en face de nous et sur lequel il va bien falloir à un moment trouver des solutions, quoi. Merci. Chloé, moi je travaille pas chez Amazon, pas encore. Peut-être un jour j'aurai besoin. Mais justement, quel levier on a nous en tant que citoyens pour appuyer peut-être des luttes syndicales et aussi peut-être parler de même si tu l'as déjà un peu mentionné, de la stratégie syndicale vis-à-vis d'Amazon. Est-ce que c'est peine perdue? Est-ce qu'il y a des leviers? Si oui, lesquels? Et aussi, est-ce qu'il y a des alliances à aller chercher pour réussir à avancer sur le droit des travailleurs? Alors oui, je pense que la question des alliances, elle est centrale. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Eric, sur le modèle et le risque qu'on a de s'aligner en essayant de faire des choses similaires à ce que propose Amazon, mais c'est valable pour d'autres géants qui essayent de normaliser des pratiques. À force de leur courir derrière, on s'aligne sur des pratiques qu'on ne veut pas avoir. C'est la même chose pour le droit du travail, en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce que je pouvais décrire dans les entrepôts et aussi au niveau de la livraison, ça devient la norme. Et ce qui est intéressant avec le secteur de la logistique, c'est un secteur qui se développe, qui va être créateur d'emplois, qui va se développer dans énormément d'endroits en France. Alors je dis secteur de la logistique, c'est très large, hein, mais donc on a d'autres secteurs qui, en parallèle, vont voir leurs emplois se détruire ou se transformer très rapidement. Et moi, je vais vous reprendre l'exemple de Metz. Donc, je vous ai dit, le méga entrepôt à Metz, c'est 4400 emplois. Probablement plus avec ce que je viens de vous dire sur le fait que Amazon va essayer d'internaliser et proposer des CDD. Si vous regardez un peu la Moselle, c'est un endroit où il y a un certain nombre de métiers, dans la métallurgie notamment, dans l'automobile, qui risquent de se transformer très vite et de disparaître. Du coup, quel acteur aujourd'hui dans une zone, dans ce bassin d'emploi, va réussir à proposer des emplois pas peu qualifiés ou pas forcément très intensif en travail, qu'est-ce qu'on va avoir comme opportunité aujourd'hui sur des territoires comme celui-là, et derrière, quand il va falloir remplir le caddie et payer son loyer, va y avoir un peu cette question. Et donc on a vraiment besoin d'avoir une réflexion sur quels sont les emplois qui vont être détruits, quels sont les emplois qui vont être transformés, est-ce qu'on est en capacité d'investir dans la formation professionnelle, et si oui, pour quel public, pour quel type d'emploi derrière, et donc là on rejoint aussi la question de se dire comment est-ce qu'on arrive à recréer du lien au niveau local, comment est-ce qu'on arrive à avoir une vraie économie circulaire qui soit aussi génératrice d'emplois de qualité et de liens sociaux également. Et ça, c'est pas une discussion qu'on peut avoir juste, qui est une discussion qui est compliquée puisqu'on peut pas l'avoir avec quelques acteurs. C'est forcément un écosystème qui est important. Et donc
au niveau des alliances, je pense que c'est très important de se dire que c'est pas possible, je pense, d'avoir une démarche sur le modèle économique ou sur le futur que l'on veut sans les organisations syndicales. D'ailleurs, je suis très contente que vous ayez pensé à inviter une syndicaliste pour parler de ça, parce que ce que je vous dis aussi sur les entrepôts, clairement, le niveau du dialogue social et les accords qui ont pu être passés, ou en tout cas on va dire l'ambiance qu'on a actuellement, elle est complètement dépendante du Covid et des rapports de force qui ont pu être construits. Et d'ailleurs, il y a plusieurs organisations syndicales, il n'y a pas forcément d'intersyndicales, en tout cas pas à ma connaissance, et s'il y en a, elles ne sont pas à la même échelle sur les différents sites. Ça veut dire qu'il y a des stratégies syndicales qui sont différentes au sein de l'entreprise, mais nous, en fait, on est là pour représenter les salariés. Et ça veut dire qu'on va aussi, on a des valeurs, on a un cadre d'action, on a des mandats, mais derrière, on est aussi là pour faire ce que les salariés souhaitent avoir. Et des fois, ça veut dire négocier une prime plutôt que et se rabaisser, par exemple, une négociation salariale, même si au long terme, c'est peut-être l'augmentation de salaire qui serait la plus bénéfique. Et je pense à cet exemple-là, mais il y en a plein. Et derrière, on a vraiment besoin d'avoir un travail collectif pour essayer de mettre tous les intérêts autour de la table et voir comment est-ce qu'on trouve des solutions. Alors il y a forcément, nous on a un travail de formation de nos élus, d'échange et de réflexion globale. Je pense qu'il y a aussi cette réflexion de se dire, si le secteur de la logistique continue à augmenter, du coup nous ça veut dire qu'on va avoir une stratégie d'implantation syndicale plus importante, et qu'est-ce qu'on veut derrière. Est-ce qu'on veut juste que les salariés aient des conditions de travail les moins dégueulasses possibles et des niveaux de salaire les moins bas possibles? Ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'aujourd'hui les moyens syndicaux ont été largement réduits, les ordonnances Macron sont passées par là, que comme je le rappelais tout à l'heure, il y a aussi des stratégies de mettre des barrières, en tout cas, ou de mettre des freins et de sectoriser les discussions pour éviter justement d'avoir cette discussion globale. Et en fait, si on n'est pas en mesure, par exemple, de faire échec à une réforme comme celle de la réforme des retraites, mais au-delà de ça, on a des discussions sur les branches professionnelles qui sont extrêmement difficiles à avoir. Je parlais de la formation, la transition juste, des échelles globales, c'est difficile d'avoir des victoires. Des fois, c'est aussi plus facile d'avoir des victoires sur un lieu de travail, un entrepôt ou un accord central. Voilà. En tout cas, nous, par exemple, à l'UNSA, on vient de devenir représentatif chez Amazon aux dernières élections. C'est clair que maintenant, notre poids sur le modèle et même sur les propositions qu'on va pouvoir faire en Conseil social et économique central, elles vont être un petit peu plus fortes que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, et on a un intérêt à se coordonner. En France, la particularité, c'est qu'on a beaucoup d'organisations syndicales, donc les entreprises jouent aussi sur ça, sur le fait qu'on a des histoires et des tendances et des façons de lutter qui sont différentes. Donc nous, l'enjeu, c'est de pas se laisser piéger aussi par ça, et je pense qu'il y a un certain nombre d'espaces de discussion des collectifs qui sont actifs, où on discute justement avec les ONG environnementales, et où du coup on partage nos points de vue. Je pense qu'il y a besoin d'échanges pour pouvoir mener des campagnes communes. On le fait dans différents secteurs, et il n'y a aucune raison qu'on puisse pas le faire sur Amazon, sur le secteur de la logistique au sens large. Je pense qu'on a aussi besoin d'alliances sur la partie plaidoyer. Adrien, tu le rappelais, on dépose des amendements, on essaye de faire adopter des lois qui soient les plus ambitieuses possibles. Les syndicats ont aussi des relais, et on a aussi cette expertise-là. Je pense qu'on a vraiment besoin de pouvoir se coordonner. On constate que... alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la majorité fait qu'on a besoin d'aller chercher des soutiens dans tous les partis. Alors, sauf à l'extrême droite, en tout cas, nous, on n'ira jamais en chercher, mais je pense que c'est pareil au niveau des Amis de la Terre. Mais du coup, on a besoin d'aller sur une partie très large du spectre des partis républicains pour faire adopter des textes, et c'est là où la mobilisation locale, elle est importante, mais locale avec les groupes locaux des ONG, avec les unions locales, les unions départementales des syndicats, et des fois il y a des petites contradictions, on a besoin de réconcilier tout ça, et je pense que là, ce qui va être vraiment compliqué, c'est de faire lier le court terme
et le moyen long terme. Comme je disais, aujourd'hui, on constate que les mesures de planification écologique qui ont été annoncées au niveau national ou au niveau régional, le terme planification est là pour faire joli, hein. Clairement, enfin le terme écologique aussi, mais bon, en tout cas, on n'a pas des mesures qui sont ambitieuses, mais on va avoir très vite des territoires entiers qui risquent d'être dévitalisés, avec certains territoires qui étaient très spécialisés sur des métiers qui sont en train de bouger. On a des pénuries d'emplois, et derrière, ça va être assez compliqué d'agir sur des modèles économiques quand il va y avoir des implantations potentielles d'entrepôts Amazon ou d'autres activités qui vont, dans un environnement immédiat, proposer de l'emploi, un emploi pas si mal rémunéré que ça. Je pense qu'il y a besoin d'avoir une discussion avec les élus locaux, avec les habitants et avec les organisations syndicales, dans un contexte où, en plus, les organisations patronales ne sont pas particulièrement chaudes en ce moment pour avoir des discussions. Ça dépend lesquelles, hein, bien sûr, mais clairement, on voit le MEDEF, on a un petit peu de mal à les ramener autour de la table, quoi. Voilà. Adrien, il y a Frédéric Duval, donc président de Amazon France, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, il était passé à la télévision, il a dit qu'il n'avait pas de projet Amazon en Alsace. Pourtant, j'ai entendu parler qu'il y avait des choses qui bougeaient en Sud-Alsace, du côté de Dambar-la-Ville, et plus récemment Ensisheim. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, donc on n'a pas évoqué la stratégie d'Amazon d'avancée masquée, c'est-à-dire qu'en gros, sur tous les projets dans lesquels il s'implique, il s'implique pas publiquement, donc ils font monter au créneau des sous-traitants des constructeurs, en fait, des boîtes spécialisées dans la construction d'entrepôts qui déposent des permis de construire et des demandes d'autorisation environnementale basées sur des études qui sont souvent claquées au sol. Et donc ça se retrouve dans tous les territoires. Donc ils font même signer des fois des clauses de confidentialité aux élus locaux pour interdire de dévoiler qui sera le véritable exploitant de l'entrepôt qui va être construit. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cette stratégie, par la mobilisation citoyenne, il y a un certain nombre d'échecs et on arrive à les mettre en échec à différents endroits. Donc ça a été le cas à Dambar-la-Ville, c'est en train peut-être d'être le cas à Ensisheim, et ça a été aussi le cas du côté de Belfort, puisque effectivement donc Frédéric Duval avait dans un premier temps dit on n'a pas de projet en Alsace, puis finalement il a dit en fait on abandonne le projet en Alsace. Donc du coup ça veut dire que peut-être à un moment donné il y en avait. Mais bon, du coup on ne sait plus trop quoi penser de qui est susceptible d'exploiter, parce que donc les projets de Belfort et de Dambar a priori sont vraiment enfin c'est fini quoi. Mais bon, il faut toujours rester vigilant. Par contre, celui de Ensisheim, on ne sait pas. Donc là, ils se sont désengagés du projet a priori, sauf que il y a quand même encore ce projet d'entrepôt de 190 000 m², je crois, en construction. Et donc cette taille-là, en Europe, il n'y a que Amazon ou éventuellement Alibaba qui est capable de l'exploiter. Donc le constructeur de l'entrepôt a fait donc une enquête publique, a fait une étude environnementale qui ne précisait pas qui allait être en mesure d'exploiter son entrepôt. Ce qui fait que les associations locales ont contesté l'étude environnementale, et bien que le permis de construire ait été autorisé, l'étude environnementale a été retoquée justement parce que le juge estimait que, ne sachant pas qui allait exploiter l'entrepôt, on pouvait difficilement présager des coûts environnementaux de la structure, puisque il y avait une zone de flou assez importante. Donc on va dire que pour l'instant en Alsace, les projets sont un peu en stand-by. Il faut savoir que ces batailles juridiques-là, on gagne à certains endroits. Donc il y a tout un tas de projets en France qui ont été annulés par les tribunaux administratifs, et à d'autres endroits ça les retarde très largement. À Lyon, l'entrepôt est en attente de jugement depuis 5 ans, et donc malgré 2 défaites devant les tribunaux administratifs, les Amis de la Terre, la Confédération des commerçants de France et la ville de Lyon se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'État. Je crois que c'est ça, parce que c'est des fois, bref, peu importe. Et donc là, ça va prendre encore
2 ans peut-être de jugement, ce qui fait que probablement qu'ils vont finir par abandonner le projet. Et donc là, dans le cadre de NCSIM, on va peut-être se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire que le contractant va devoir faire une nouvelle enquête publique, va devoir de nouveau une étude environnementale qui va se soumettre à enquête publique, et à nouveau les ONG vont pouvoir peut-être la contester. Donc à force de lutter comme ça, on arrive des fois à les dissuader de venir. Et puis à NCSIM, je crois que c'est le chaudron des alternatives qui s'est mobilisé contre ce projet qui regroupe différents collectifs, et ça me fait rebondir sur le sujet de l'alliance. En France, il y a différentes stratégies d'alliance qui ont été menées autour des entrepôts Amazon. Je connais pas exceptionnellement bien les stratégies d'alliance en Alsace, mais à Lyon, au travers du collectif Plus Jamais Ça, qui regroupe des syndicats et des assos environnementales, on a obtenu en fait un positionnement du collectif Plus Jamais Ça contre l'entrepôt de Saint-Exupéry qui est sur une zone aéroportuaire, et en disant non, en fait, même si effectivement ça crée des emplois, on ne veut pas de cet entrepôt à cet endroit, on estime que c'est délétère pour tout un tas de raisons, et donc on a eu cette concordance là. Et de la même façon, au moment où Amazon a licencié le premier salarié de France, c'est-à-dire que le salarié qui avait été élu meilleur salarié de France l'année antérieure, sous prétexte qu'il a critiqué les primes en interne, s'est fait licencier l'année suivante. Et donc là, les assos locales alternatives à Lyon notamment ont bien entendu relayé la communication syndicale, et même si on n'est pas allé en grand nombre, on est allé en présence devant le site le jour où il y avait la mobilisation pour soutenir le salarié en question, puisque dans tous les cas, quand on s'oppose à un entrepôt, on ne s'oppose pas aux salariés, quoi. On a bien conscience que les gens qui y travaillent, ils travaillent pour une raison d'existence propre, mais c'est pas contre eux qu'on lutte, bien évidemment. Merci. Du coup, après avoir regardé la télé, je suis allé voir l'actualité sur Internet, et j'ai vu qu'on était l'année prochaine capitale mondiale du livre à Strasbourg. Alors, d'habitude, on est capitale européenne de plein de trucs, mais là, on est carrément capitale mondiale. Et c'est une aubaine, non, pour les librairies indépendantes? Alors, comment dire? Oui, non, enfin bon, c'est une belle opération effectivement pour remettre en avant le livre et la lecture. Ça, je pense qu'il ne faut pas le minorer. Après, la question, effectivement, c'est comment cette manifestation va se construire. Mais c'est pas moi qui vais pouvoir l'expliquer. Et comment, dans cette organisation, cette manifestation, les librairies indépendantes vont pouvoir être visibilisées, valorisées, partie prenante éventuellement de certaines opérations. Là, je pense qu'il y a un certain nombre de discussions à avoir avec certains, mais je regarde un des adjoints de la ville de Strasbourg qui est juste en face pour voir, parce que aujourd'hui, pour nous, on sait que du point de vue librairie indépendante, je vais le dire comme je le pense, on voit cette manifestation qui arrive. Aujourd'hui, les librairies, les indépendants, ont très peu de visibilité sur ce qui va se passer, sur la manière dont on pourrait être acteur ou partie prenante de manière active, visible là-dedans. On voit des choses qui s'organisent et qui sont très bien au niveau des médiathèques, au niveau des initiatives citoyennes, au niveau des scolaires ou autres. Ceci étant, du point de vue économique libraire, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc, profiter effectivement de cette initiative-là pour valoriser les librairies indépendantes, ça pourrait être très intéressant. Hein. Après, sur le comment on fait, comment ça se passe, il faudrait que cette discussion ait lieu, surtout aujourd'hui. Quand on voit la situation des librairies indépendantes, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que la Tache Noire a lancé un appel début septembre parce qu'on était un peu beaucoup en difficulté, et qu'on a vu en fait notamment de manière assez impressionnante, extrêmement rapide, sur notre financement participatif, mais sur le retour en boutique, on a vu que l'attachement des lecteurs, des Strasbourgeois, aux librairies indépendantes était aussi fort qu'après le Covid. Ils sont revenus massivement en librairie chez nous, mais ça a aussi révélé d'autres situations difficiles, d'autres collègues. Je pense à l'Oiseau Rare, je pense à la librairie Obscurae, je pense à la librairie L'Île au Trésor à Elkirch aussi. Voilà. On se rend compte que beaucoup de librairies aujourd'hui sont en souffrance du fait des concurrences diverses et variées, en souffrance aussi
Parce qu'on est aujourd'hui dans une période particulière avec la hausse des prix partout, l'inflation, qui fait que, enfin moi j'en suis persuadé, ça reste mon mantra, c'est que tant qu'on n'aura pas une action sur les salaires dans ce pays, on continuera à couler le commerce de proximité et le reste, parce que notamment en matière culturelle, hein, quand l'essentiel de vos revenus passe dans l'alimentation, dans le loyer, dans l'énergie, éventuellement dans l'habillement, il ne reste plus grand-chose pour la culture. Donc les cinémas en souffrent, la librairie en souffre. On a en plus, nous, un phénomène derrière qui est le phénomène de la crise du papier, qui est lié d'ailleurs au développement du commerce en ligne et qui est lié d'ailleurs aussi à la crise sanitaire. Parce que ce qui s'est passé au moment de la crise sanitaire, c'est qu'on a eu une explosion de la vente à emporter ou du commerce en ligne, qui a eu un impact direct sur la papeterie, sur l'industrie du papier, qui a notamment amené beaucoup de papetiers à se réorienter vers le cartonnage ou vers un certain nombre de choses, ce qui font que du coup le papier pour l'édition, pour le livre, c'est plus rentable pour l'industrie papetière. On a l'ANA qui a fermé à la Robertso, qui faisait du papier de qualité. Il y a une grosse papeterie, usine papetière qui a fermé du côté de Bordeaux, mais parce qu'ils vont se remettre sur le cartonnage, parce que c'est plus rentable de faire des cartons pour Amazon ou pour les autres que de faire du papier pour du livre. Et ça a une conséquence directe qui est l'augmentation du coût du papier. On rajoute l'énergie derrière tout ça, ce qui fait que les livres aujourd'hui deviennent un produit de luxe. Et qu'on a là encore, je reviens à ce que je disais au début, un problème d'accès à la lecture comme bien culturel, sur lequel il n'y a aucune action publique au niveau de l'État, et qui va avoir des conséquences aussi sur la population. Donc là-dedans, Strasbourg, capitale mondiale du livre, ça peut effectivement permettre de revaloriser un certain nombre de choses, mais derrière ça, l'intégralité des problèmes, ils sont là, ils sont posés, et il faut agir quelque part. Et la première action, moi dans les alliances, j'entends tout ce que vous dites. Mais il y a un truc qui manque toujours, c'est l'alliance avec le consommateur. Comment on la pose, comment on la construit, pour lui faire changer ses pratiques, parce qu'au final, c'est lui qui aura le dernier mot. Si le consommateur ne change pas ses pratiques et continue à acheter en ligne sans avoir conscience de l'impact que ça a et sur sa surconsommation, et sur ses pratiques, et sur ses rythmes de vie, de travail et rythmes familiaux, on y arrivera peu. Donc l'alliance avec le consommateur, elle va être essentielle. Et c'est là que, par exemple, Strasbourg, capitale mondiale du livre, ne serait-ce que dans le discours, il ne s'agit pas forcément de mobiliser des moyens exceptionnels, etc. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre de notre activité. On ne va pas demander des subventions, des machins exceptionnels par rapport à ça. Pas du tout de la visibilité, ça suffit que les gens reviennent en magasin. Mais c'est ce discours-là, si on organisait... je ne sais pas, par exemple, à Strasbourg, si on profitait une idée, une piste, une main tendue, si on organisait localement des états généraux de la librairie indépendante ou de la librairie à Strasbourg pour que tout le monde ait conscience, au niveau des habitants, de qu'est-ce que c'est l'économie du livre, comment ça marche, où sont les menaces et comment chacun peut agir, là, on arrivera effectivement à faire de cette manifestation, avec tout le reste, quelque chose d'exemplaire, mais qui pourra avoir un impact aussi plus global. Donc je pense que là, la question pour nous, elle est essentiellement là. Profiter peut-être de ce label international, pas seulement sur le livre, la lecture publique, etc., mais aussi sur qu'est-ce que c'est l'économie du livre et comment chacun peut agir là-dedans. Ça, je pense que ça peut être essentiel. Je vais vous faire réagir, peut-être donner le chiffre. C'est l'UNESCO qui donne ce label, et du coup il y aura 4 millions de budget pour mener à bien des actions, des événements, etc. Donc effectivement, je pense que ta proposition concrète d'avoir une assemblée, ou en tout cas ces fameux états généraux de la librairie indépendante, je pense que ça intéresse pas mal de gens ici, et si il pouvait y avoir une partie des 4 millions, peut-être que ça faciliterait. Peut-être je vous laisse réagir notamment sur, et ensuite on prendra vos questions. Sur le fait qu'on court derrière le modèle d'Amazon pour essayer de le concurrencer, et parfois ça ne débloque pas la situation, puisqu'en fait les pratiques restent les mêmes, et et plus globalement sur tout ce qu'a dit Eric. Oui, alors sur juste comment embarquer les consommateurs, moi j'aurais tendance à dire déjà, en fait c'est pour ça que nous on parle de surproduction et pas de surconsommation, c'est pour essayer déjà d'éviter de les culpabiliser. Par contre, on peut essayer de les éveiller sur le problème, et toutes les campagnes qui ont été menées par les Amis de la Terre, par les syndicats, par les différentes alliances durant la période Covid, ça a quand même eu un impact économique sur Amazon, dans le sens où Amazon en France a
continuer sa croissance, mais a nettement moins gagné de parts de marché que dans d'autres pays européens parce qu'ils se sont pris un Amazon bashing de fouf, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé le projet Ratatouille. C'est vraiment notre code, il est véridique, hein, enfin, donc c'est assez significatif, c'est-à-dire qu'en France, Amazon, quand même, dans la conscience des gens, il y a limite en fait une honte de consommer sur Amazon qui se développe, un peu comme le comment ça s'appelle, fly scamming là, ou je sais plus quoi là, c'est-à-dire qu'on commence à voir ce phénomène-là chez les gens, de se dire ah ouais bon je commande chez Amazon, ok bon voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Il faudrait continuer à l'entretenir. On pourrait avoir, pourquoi pas, des campagnes financées par l'État de dénigrement public de l'entreprise. Mais bon, là, forcément, je m'emballe un peu. Mais voilà, donc il y a des trucs comme ça qui seraient intéressants à mener. Nous, à Lyon, pendant le confinement, on avait fait une campagne d'affichage non à Amazon et à son monde, où on a recouvert la ville et notamment les commerces de proximité qui étaient partie prenante de l'opération, d'affiches pour dénoncer l'arrivée d'Amazon à Lyon, à Lyon-Saint-Exupéry. Donc il y a tout un tas de choses à faire pour pas forcément taper sur la personne qui commande sur Amazon, mais plutôt taper sur le modèle et proposer des alternatives. Donc les états généraux de la librairie pourraient être justement au moment où les gens se retrouvent et expriment ce qu'ils auraient envie de voir mettre en place. Et alors attends, ta question c'était... oui, alors comment on essaye de créer des alternatives sans courir après ce modèle-là. On avait, dans le cadre des propositions de loi qui avaient été, de propositions d'amendement, je ne sais plus si cet amendement avait été déposé, mais on avait soumis l'idée d'interdire les livraisons en moins de 72 heures. Parce que effectivement la course à l'immédiateté c'est un problème, ça conduit à l'ubérisation de la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ben voilà, j'ai besoin d'avoir des sushis chez moi, il est 22h, ah ben tiens, pourquoi pas commander, me faire livrer à vélo. Ben non, avant c'était pas possible. Là on a juste des esclaves à disposition qui sont sous-payés, qui vont avoir des conditions de travail catastrophiques. Donc il faut rompre avec cette immédiateté là. Donc soit on met en place des mesures de ralentissement, soit on essaye de individuellement sortir de ce schéma-là. Mais moi, le problème, c'est que je pense que si on continue de construire des autoroutes et qu'on demande aux gens de rouler dessus à 50 km/h, ça va pas marcher. Donc il faut arrêter de construire des autoroutes. Donc pour ça, il faut des mesures coercitives fortes mises en place par l'État, parce que même si on attend que les consommateurs ils s'éveillent et ils arrêtent de consommer, ça ne mettra pas un terme à Amazon. C'est-à-dire que comme Amazon vend à perte sur leur plateforme, c'est pas en boycottant Amazon qu'on va l'abattre, quoi. Et c'est ça vraiment qui est terrible. Si on veut abattre Amazon, ben je sais pas comment faire. Il faut redévelopper une autonomie des services numériques de l'État. Il faut proposer des services de cloud qui rentrent en concurrence directe avec là où Amazon fait son cœur de marché, son cœur de métier, quoi. Et ça, pour l'instant, on est à des années-lumière. Hein. À l'époque du Covid, les entreprises qui demandaient des prêts garantis par l'État devait remplir tout un état de santé financière et le mettre sur un cloud. C'était hébergé par Amazon. Donc, c'est-à-dire que là, Amazon, en France aujourd'hui, a à sa disposition l'intégralité de l'état de santé de toutes les entreprises de France. Et donc, qui ont déposé une demande. Voilà. Mais bon, il y en a un très grand nombre qui ont demandé des prêts garantis par l'État. Et donc, et sachant qu'ils ont on va dire une éthique de la donnée personnelle qui est relativement en géométrie variable, on peut légitimement penser que l'espionnage fait partie de leur pratique, puisque ça a été avéré. Il y a plein de petits vendeurs sur Amazon qui ont développé des produits qui fonctionnaient bien. Et voyant le produit qui se développe, Amazon crée une copie de ce produit, le met en avant dans sa boutique et torpille complètement l'entreprise qui avait développé le produit. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, je m'arrête. Et puis du coup, moi je vais faire plus court parce que tu as dit une partie des choses que je voulais dire aussi. Non, mais c'est bien, c'est bon signe plutôt, je pense. Je pense qu'effectivement, je rejoins l'idée de travailler avec et sans forcément appuyer forcément trop sur un sentiment de culpabilité. Et je pense que nous, au niveau syndical, clairement, dire aux travailleurs, aux travailleuses
de pas travailler dans certains endroits, c'est juste absolument pas possible, pour ce que je vous rappelais plus tôt. Par contre, ça veut pas dire que ça fonctionne pas aussi de travailler sur l'image de marque. Alors, je suis aussi bénévole dans une ONG qui s'appelle Oxfam, qui est une ONG qui lutte contre les causes structurelles des inégalités et de la pauvreté, et on fait partie des ONG qui ont attaqué la BNP Paribas récemment, et on se rend compte que BNP, un peu comme Amazon, ils sont très attachés à leur image de marque, et que dès qu'on l'attaque, ça fait effectivement reculer un certain nombre d'actions, ou en tout cas ça les fait réagir et ça leur fait modifier leur stratégie. Et il y a plusieurs sondages, enquêtes d'opinion qui ont eu lieu récemment sur est-ce que un certain nombre de personnes, notamment de jeunes, sont prêts à renoncer à une offre d'emploi parce que l'entreprise qui leur propose cet emploi-là a des actions qui vont à l'encontre de leurs convictions, et cette part, elle augmente. Alors c'est intéressant quand vous mettez cette enquête d'opinion-là à côté de quelles sont les priorités pour vous en termes d'emploi. Le niveau de rémunération reste quand même très 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 largement, et c'est pour ça, c'est ce que je disais, je pensais pareil pour BNP et pour Amazon. Aujourd'hui, les niveaux de salaire qu'ils proposent font que c'est encore un paradoxe qui va être un petit peu difficile à dépasser. Mais c'est complètement des enjeux sur lesquels on peut travailler, et c'est là où il y a besoin, à mon avis, d'avoir des bonnes implantations locales, de syndicats, d'ONG, de réseaux de libraires, enfin de réseaux de citoyens qui discutent entre eux, qui travaillent ensemble, aussi en fonction de la réalité des territoires, puisqu'on a aussi des histoires et des modèles et des façons de vivre ensemble qui sont diverses et riches, et qu'on a besoin de cultiver ça. Et je pense qu'un aspect sur lequel tu es revenu un petit peu tout à l'heure, mais que moi j'ai pas développé, c'est la solidarité au niveau international, au niveau européen, au niveau international. Du coup, nous, nos syndicats, le mien et d'autres syndicats français, on est membre de la Confédération européenne des syndicats. Il y a une confédération syndicale internationale aussi. Tu parlais tout à l'heure de la mobilisation syndicale aux États-Unis. Chris Smalls, qui est un des représentants syndicaux à Amazon aux États-Unis, est venu récemment en Europe expliquer comment est-ce qu'ils arrivaient à contourner toutes les contraintes qui leur étaient faites. Là, on voit la filière automobile qui se mobilise très fortement aussi aux États-Unis. On a besoin de faire des passerelles et de travailler ensemble. Au niveau européen, en ce moment, on est en train de se battre pour qu'il y ait une loi sur le devoir de vigilance qui oblige les grosses entreprises à être responsables de ce que font leurs sous-traitants sur l'ensemble de la chaîne, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Et ça, c'est vraiment un combat qui est mené au niveau européen. Alors, étonnamment, le gouvernement français est pas très très chaud et fait partie des gouvernements qui est en train de bloquer un certain nombre de discussions sur cette loi-là, cette directive-là. Mais on a besoin de pouvoir travailler sur ça et d'avoir une organisation commune des travailleurs. Je sais que il y a des échanges sur comment est-ce qu'on s'organise dans différents pays entre travailleurs et travailleuses d'Amazon, qui nous permettent d'échanger des stratégies et puis de connaître un petit peu le modèle. On disait là, Amazon, il brosse les syndicats dans le sens du poil au niveau français, c'est tout à fait vrai. Et donc c'est intéressant de voir quelles stratégies ont été mises en place dans d'autres pays pour se préparer, pour voir, et puis aussi peut-être pour en profiter de ce moment pour négocier un maximum de choses. C'est plus facile d'obtenir des choses, plus difficile de revenir dessus ensuite. Donc forcément, on a besoin d'avoir ça. Mais ça c'est aussi, je rejoins sur ce que tu disais, besoin de montrer que il y a des alternatives, il y a un autre monde qui est possible, et que ça existe à l'échelle de Strasbourg, de l'Eurométropole, de l'Alsace, mais aussi au niveau mondial. En fait, on est plein à avoir une vision et à avoir des envies différentes de modèles dominants qui nous sont proposés, et qu'on n'est pas, on n'est pas des doux rêveurs, des utopistes, enfin utopistes, mais du coup avec cette volonté d'y aller et de le voir de façon réelle. Et je pense que ça, c'est hyper important de voir qu'on n'est pas seul, parce que sinon on a l'impression que ça vaut pas le coup de y aller, ça vaut pas le coup de commencer, et que l'action individuelle, elle est inutile. Voilà. Peut-être pour finir, moi je pense que je rejoins ce que tu disais aussi, on a besoin d'avoir des actions réglementaires et légales fortes
et à tous les échelles. Ça passe par exemple sur la question des livraisons. Je parlais de livraison du dernier kilomètre. Ça, c'est des choses que la ville et l'Eurométropole peuvent, sur lesquelles elles ont la main. En partie, et de se dire comment est-ce qu'on quelles règles de circulation on met en place, quelles règles de stationnement on met en place pour faire vivre la ville, qui derrière rendent pas forcément possible le fait d'avoir des centaines ou des milliers de camions sur une zone très petite à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà. Non, mais voilà, c'est des exemples de choses. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a la logistique, mais on l'a vu avec Decaux à quel point ça peut être compliqué d'avoir des géants face à nous qui ont des modèles économiques et qui déroulent des modèles sur, par exemple, la publicité pour Decaux. En fait, voilà, il y avait besoin de ça. Enfin, moi, j'ai travaillé un petit peu dans une vie antérieure. En fait, voilà, on s'est mis en lien avec les autres villes. On a regardé qu'est-ce qui était fait, quel règlement de publicité était mis en place et quel discours on pouvait porter. Et puis, en fait, on gagne pas toujours tout de suite, mais en tout cas, voilà, on se met en réseau et on voit comment ça se passe. Amazon et les sous-traitants et les acteurs de la livraison, on va dire, vont s'adapter aussi aux contraintes qui pourraient être mises en place au niveau national et au niveau local. Mais au moins, justement, ça les oblige à revoir une stratégie et à prendre en compte des actions. Donc, on a besoin d'avoir une action forte des élus locaux et des élus nationaux. Pour l'anecdote, on peut partir. Enfin, dans la ville où j'étais avant, sans citer son nom, il y a une personne élue qui avait eu une idée qui n'a pas été mise en application, mais que je trouvais assez fun. C'était de placer des dodanes et des portiques de limitation de hauteur juste dans la zone concernée par l'entrepôt pour éviter simplement qu'il y ait des camions qui aillent les livrer. Et je trouvais ça tellement cool comme guérilla urbaine de l'acteur public. Bon, ça n'a pas été mis en place, mais l'idée, et si jamais c'est applicable ailleurs, je la soumets ici parce qu'elle est assez stylée. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qui a été dit? Vous voyez bien que du coup on a essayé d'inscrire cette table ronde dans une temporalité où du coup il y a de l'actualité potentielle dans les prochains mois autour de l'entrepôt à Ensisheim où les dossiers, voilà, c'est des recours, etc. Mais il y aura aussi une question de mobilisation citoyenne et le fait qu'on soit capitale mondiale du livre l'année prochaine. Donc je suis ravi d'avoir entendu tous ces différents points de vue. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des questions? Réactions? Vas-y. Oui, c'était juste pour en savoir plus sur ce qui se passait à Ensisheim. On l'a brossé rapidement, mais je voulais savoir si il y avait vraiment des chances que ce soit enterré. Et à quelle échéance, et donc à quelle échéance devrait reprendre la mobilisation pour leur mettre la pression. Et je me pose un peu aussi la question de la stratégie globale, parce qu'on a vu que le levier législatif, c'était plus ou moins foutu, en tout cas jusqu'aux prochaines élections. Donc on a parlé du niveau européen, on a parlé du niveau local, mais au niveau national, est-ce qu'on a d'autres leviers que le législatif pour les faire plier? Alors au niveau national, comment les faire plier? Il y avait une personne qui était venue me voir sur un stand de pro là, qui travaillait chez AWS et je lui disais donnez-nous des documents qui permettent de les attaquer en justice et leur mettre des gros procès quoi. Mais bon, elle a pas fait ça. AWS, Amazon Web Services, ouais. Donc ça c'était pour l'anecdote. Après au niveau d'Ensisheim, donc là en fait le tribunal administratif a retoqué l'enquête environnementale. Donc là pour l'instant la balle est dans le camp du contractant qui doit refaire une enquête, une étude environnementale et qui devrait du coup révéler probablement son client. Les délais là-dessus, aucune idée quoi. C'est là en fait la balle et des fois et même après et donc ça c'est le délai donc c'est vraiment la balle est dans leur camp donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont resoumettre une étude environnementale. Là il faudra être assez vigilant, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose à faire c'est vraiment un travail de veille assez fort auprès de la préfecture concernée parce que le gouvernement dans la loi ASAP a réduit les temps d'enquête publique et tout, donc il faut être assez vigilant si on veut faire des recours contre la future étude environnementale. Mais j'ai aucune idée du délai que ça va prendre et est-ce qu'ils vont véritablement le déposer, c'est-à-dire que peut-être dès aujourd'hui la bataille pourrait être gagnée en fait, on ne sait pas. C'est des fois c'est la difficulté de ce genre de mobilisation, c'est l'incertitude du temps
des délibérés des tribunaux administratifs, et c'est l'incertitude quant à ce que va faire le parti adverse. À Lyon, par exemple, on est resté en stand-by pendant quasiment 2 ans sur cette campagne, parce que le tribunal administratif n'avait pas encore statué, et donc on ne savait pas, quoi. C'était très compliqué d'avoir une mobilisation qui se pérennise sur un sujet avec tant d'incertitudes. Donc là, peut-être que la victoire elle est déjà acquise, mais on ne le sait pas. Mais pour autant, il ne faut pas s'endormir dessus, parce que en fait, ce qu'on voit, c'est que la zone ici, en Alsace, elle est très attractive pour Amazon. Ils ont cherché à s'y implanter à différents endroits. Il y a des infrastructures routières qui sont déjà présentes, qui leur permettent de s'implanter. Il faut savoir aussi qu'ils cherchent en général à s'implanter dans des territoires où justement il y a un abandon de ces services publics, un abandon de l'offre d'emploi qui est proposée, pour faire le chantage à l'emploi, obtenir des financements publics d'aide à l'installation qui sont assez hallucinantes en fait. Donc là, il y a un territoire qui aurait pu être très intéressant pour eux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quand même eu une loi qui identifie en fait partout en France des friches industrielles à proposer clé en main à des industriels, et donc en gros il y a j'ai une cartographie, je ne sais pas si elle a été publiée, mais il y a eu un travail de l'État pour référencer toutes ces friches là, et c'est pour ça qu'on voit qu'Amazon s'est développé souvent sur des anciens aéroports. Là à Lyon c'est sur la zone aéroportuaire et tout, à Metz je crois d'ailleurs que c'était aussi un ancien, enfin peut-être que tu pourras compléter, je ne sais plus exactement où c'était, ce qui fait que on peut deviner à l'avance où, parce que trouver 190 000 m², c'est quand même pas comme ça tous les 6 jours, quoi. Donc on peut essayer d'avoir une veille très active citoyenne, mais ce travail-là, c'est un travail de fourmi, ça demande énormément de ressources, et c'est très difficile de continuer à mobiliser des gens sur ce type de lutte, quoi. Au niveau national, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un regroupement entre la déroute des routes et la lutte contre les entrepôts, parce que il y a une synergie en fait. On voit souvent que la création de nouveaux entrepôts se fait en parallèle de développement routier, et suite au festival Les Résistances dans le Larzac, il y a eu une première mutualisation de ces luttes-là, et en regroupement, et donc là il y a un groupe de travail qui se relance pour essayer de redynamiser la lutte au niveau national. Après pour des mesures au niveau national pour lutter contre, je sais pas, j'ai peu de levier là tout de suite. Oui, juste sur la question du niveau national, je vais peut-être dire, peut-être une opinion pas très populaire, mais en fait je pense pas qu'il faut pas qu'on attende. Et qu'on mette il faut mettre des espoirs dans les échéances électorales et se battre pour avoir un maximum d'élus progressistes à tous les niveaux. Et je dis ça dès 2024, les prochaines échéances élections européennes. Mais en fait, il faut aussi qu'on apprenne à travailler avec les élus et les acteurs qui sont en face de nous. Et je le disais là, je pense que les exemples qu'on a donnés sont assez intéressants, parce qu'on voit que quand il y a des mesures qui sont d'intérêt général, pour les gens qui y croient encore et qui ont du sens, en fait, on arrive à avoir des majorités. Bien sûr, derrière, il y a de la stratégie, il y a de la tactique pure pour faire échouer des amendements, pour faire échouer des propositions de loi, des projets, des projets citoyens. Mais moi, je pense qu'il faut pas se dire, tiens, là aujourd'hui, déjà, le mouvement Renaissance, le parti de Macron, a pas de majorité. Donc ils sont eux aussi obligés de composer, d'avoir des équilibres et d'aller chercher des voix. Alors ils vont beaucoup à droite, c'est assez certain qu'ils vont aller vers l'extrême droite pour pouvoir construire certaines majorités, mais on l'a vu au Parlement européen, c'est la stratégie aussi qui est développée et qui est développée dans d'autres pays. Mais je pense que nous, du coup, il ne faut pas se dire
il y a des élus macronistes, même des élus de droite, avec lesquels c'est possible de travailler sur certains sujets, et notamment quand c'est des sujets, comme je disais, vraiment d'intérêt général. Sans vouloir être pessimiste, je ne sais pas si en 2027 on aura un Parlement qui sera majoritairement progressiste. Je dis progressiste volontairement parce que je ne sais même pas si les partis qui se présenteront existent déjà, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à travailler sur des compromis. Alors ça, c'est peut-être mon côté européen qui parle, mais c'est pas idéal. Je préférerais que ce soit pas le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, si on attend, en fait, plus on attend, plus c'est difficile. Et donc, pour moi, ça fait aussi partie d'une des stratégies du rapport de force à mettre en place, que de pouvoir, sur toutes les opportunités législatives qu'on a et réglementaires, d'y aller, d'essayer de construire. Et on a aussi une question de renouvellement générationnel dans un certain nombre de partis, qui fait que il y a des personnes qui bougent sur des positions. Pas que les jeunes soient forcément plus ouverts mais on a des personnes qui ont moins d'habitudes et moins de tactiques ou de vieilles tactiques qui sont en place. Pour moi, il faut y aller, quoi, parce que et d'où les fait d'avoir des coalitions les plus larges possibles aussi, des coalitions locales qui ont du sens, parce que c'est comme ça que les députés, les sénateurs et les sénatrices répondent aussi à la pression locale quand elle est construite avec intelligence. Une question? Ouais. Merci beaucoup déjà pour ces échanges, parce que c'était vraiment super intéressant. Moi, j'avais une question peut-être justement par rapport au STUC, autant pour toi Tom que pour vous tous, sur justement qu'est-ce que peut apporter une monnaie locale, un réseau comme le STUC en termes de solidarité. Et on voit que les gens au local se mobilisent, notamment pour le livre en tout cas, qu'il y a une vraie envie de soutenir les acteurs du territoire. Donc je me demandais un peu comment ça pouvait s'inscrire dans la dynamique du STUC et la dynamique associative. Et puis je me demandais aussi, peut-être plutôt pour toi Chloé, si tu avais des informations sur comment justement comment se ressentent les travailleurs qui sont chez Amazon, parce que travailler dans une entreprise qui est souvent critiquée, ça doit pas forcément être facile. Je me demandais s'il y avait aussi des questionnements chez les travailleurs, même si souvent ils sont là pour des raisons économiques, ou si c'était pas forcément quelque chose qui était présent dans leur quotidien. Ouais, je réponds sur la monnaie locale et ensuite je te laisse la parole. Pour le STUC, c'est vrai qu'on présente beaucoup la monnaie locale comme un moyen de paiement. C'est bien plus que ça. STUC répond à certaines valeurs qui sont dans la charte. Il y a aussi un truc dans la relation entre professionnels et consommateurs. Par exemple, la question des marchés alimentaires, c'est pas pareil que d'aller sur le marché que de commander en ligne. Et voilà, et c'est un peu la même question pour la question des librairies, c'est la même question pour plein de secteurs. Du coup, la question se pose de créer des communautés de professionnels qui sont en mesure à la fois de s'entraider, on mobilise les moyens de l'association pour leur donner de la force, parce que la finalité, c'est quand même de défendre les indépendants, les commerces de proximité. Et à ce titre-là, je pense qu'une monnaie locale, en tant qu'association et pas que en tant que moyen de paiement, peut créer de la mobilisation, organiser des tables rondes, appuyer des dynamiques de mobilisation. Ça existe déjà, il y a trois branches, on va dire, qui sont actives au sein du STUC. Une branche sur l'alimentation végétale et sur l'entièreté de la filière, donc qui va de la production à la transformation et qui va jusqu'au restaurateur, et en prenant les épiceries, etc. Et on voit bien qu'il y a un sujet précis en commun. Il y a la question de l'agriculture au sens large, le fait de se nourrir. Donc là, on inclut encore plus largement. Et les troisièmes, j'ai un trou. Ah oui, la question des entrepreneurs à vélo, des professionnels qui ont une pratique en commun. Et ça, c'est aussi important de pouvoir défendre certaines pratiques de professionnels qui n'ont pas forcément grand-chose à voir en termes d'activité. C'est-à-dire que tu vas avoir autant
des restaurateurs à vélo, des réparateurs de vélos à vélo, des plombiers à vélo. Donc finalement, ils ne sont pas dans les mêmes filières, mais ils ont une pratique commune. Et ça, le STUC peut fédérer aussi autour de certaines pratiques vertueuses. Et je pense que si on prend la question des libraires, et profiter pourquoi pas de la capitale mondiale l'année prochaine pour lancer une dynamique collective si elle n'existe pas déjà, mais à ma connaissance j'ai pas vu une sorte de coalition des libraires indépendants locaux soutenus par une communauté de consommateurs qui sont attachés. Tu n'as pas beaucoup parlé de la campagne que tu as menée, mais ça montre quand même que il y a un attachement. Enfin, tu l'as dit, hein, mais je pense que c'est important d'appuyer là-dessus que parfois j'imagine que c'était même pas forcément des clients qui ont soutenu, mais qui sont attachés par le fait qu'il y ait des commerces de proximité. L'association Une Monnaie Locale comme le STUC peut permettre de créer une dynamique collective autour de ces sujets. Et j'identifie actuellement pas d'autres cadres dans lesquels il se passe ce genre de choses. Merci beaucoup. Peut-être, je parlais d'économie circulaire tout à l'heure. Je pense qu'on a besoin, on parlait aussi de comment sensibiliser le client, consommateur, citoyen. Je pense que la monnaie locale, c'est effectivement un outil à l'échelle de Strasbourg, enfin de la métropole, mais aussi dans d'autres endroits, pour rendre visible comment est-ce que notre argent circule et comment il peut être dépensé sur un territoire. Et je pense que ça, cette vertu-là aussi, c'est pas toujours évident pour quand on achète quelque chose, notamment quand on a pris l'habitude, même parfois malgré nous, d'acheter en ligne, de voir comment l'économie fonctionne en fait. Peut-être pour répondre donc sur la question du sentiment. Alors on avait eu l'échange sur la question de la BNP, j'ai posé la question à notre délégué syndical à Metz, demandant est-ce que du coup vous avez eu des gens qui ont démissionné parce que en fait ils en avaient marre de bosser pour Amazon au-delà de leurs conditions de travail, juste Amazon c'était peut-être une transition entre deux emplois, ou est-ce que vous avez des gens qui vous ont dit qu'ils avaient refusé de travailler pour Amazon? Et en tout cas à son niveau non. Par contre pour le coup les démissions, il y en a plein, enfin il y en a de plus en plus, vraiment sur la pression et les conditions de travail, et je disais pas mal chez les managers et les cadres intermédiaires, on va dire, globalement, moi j'ai pas, c'est pas, j'ai pas fait d'enquête qualitative, donc c'est difficile de le dire, mais pour le moment en tout cas c'est pas quelque chose qui ressort de façon forte. Et peut-être pour parler des livreurs à vélo, enfin pas à vélo du coup, des livreurs tout court, donc l'année dernière on a pas mal accompagné les copains de Fast Dispatch, y compris une fois qu'ils ont été licenciés, sur tous les contrats d'accompagnement qu'ils ont pu avoir. Il y en a plein donc quand vous êtes licencié, quand votre boîte est liquidée, vous pouvez décider de signer un contrat qui vous permet d'avoir accès à des formations diplômantes, y compris, pour pouvoir faire un autre métier ou avoir un moment où vous êtes payé pas forcément à 100% de votre salaire, mais ça dure un an, enfin ça peut durer un certain nombre de mois. Et il y en a plein qui ont refusé de signer ce contrat-là parce que et qui ont tout de suite switché sur exactement le même emploi chez une autre entreprise de livraison. Sans forcément même se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'ai pas été payé pendant 3 mois, là je vais toucher une petite indemnité de licenciement. La plupart avaient pas beaucoup d'ancienneté, donc l'indemnité n'était pas énorme, et vraiment il y a ce côté survie, nécessité économique. Et dans les quelques-uns qui ont fait les contrats, ça a été vachement dur parce que c'est pas, notamment on a plusieurs qui se sont posé la question, est-ce que je peux aller rentrer à la SNCF, à la CTS, qu'on gardait le côté on va dire transport en sortant un peu de la logistique. La SNCF, les tests pour rentrer, c'est des tests pas forcément liés à des tests on va dire intellectuels un peu, qui peuvent être un peu absurdes quand on n'a pas l'habitude. Ça a été assez mal vécu par un certain nombre d'entre eux qui nous ont dit non mais cite-moi en 30 secondes un maximum de mots qui commencent par S. Enfin, des trucs. Non, mais voilà, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que tu vas pouvoir. le STUC, voilà. Qu'est-ce que ça va pouvoir avoir avec le fait que tu saches conduire un train ou que tu puisses travailler sur une plateforme? C'est un petit peu compliqué. Et puis derrière, le monde notamment du transport interurbain.
ou des conducteurs de camions, c'est aussi un monde particulier dans lequel les copains se sont pas forcément retrouvés. Donc on voit qu'en fait, des fois, je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté incompliqué. Enfin, moi, c'est ce que j'ai senti en passant un mois avec les livreurs. En fait, les conditions de travail sont dures physiquement. Il y a le côté surveillance non-stop. Mais il y a un monde qui est aussi dans lequel c'est facile de rentrer et de sortir, et une espèce de solidarité aussi qu'ils ont vachement retrouvée et qui existait aussi avant les mouvements de grève, que je trouve intéressante en fait. Et ça interroge vachement sur le modèle. Pour moi, le modèle de société qu'on a, qu'est-ce qu'on est en train de construire comme emploi, comment ça vient concurrencer des modèles comme ceux des cheminots où il y avait vraiment une culture hyper forte qui est en train d'être détruite complètement, mais derrière qui fait que en fait les gens qui travaillaient, qui allaient dans ces entreprises-là, où est-ce qu'elles peuvent se retrouver ? C'est des vraies questions. En tout cas, je pense que ça va se développer. Je pense qu'avec toutes les campagnes qu'on peut mener maintenant les gens commencent à avoir honte d'acheter sur Amazon, forcément ça infuse aussi, même si c'est pas massif. Je pense que ça va venir, et qu'effectivement ça viendra d'autant plus qu'il y aura des alternatives et des possibilités autres d'avoir un emploi rémunéré à peu près correctement, pas trop loin de chez soi. Les deux sont liés. Juste une petite idée au vol là sur le Shtuc et l'événement mondial du livre. Là, pourquoi pas, il pourrait avoir des bons d'achat offerts pour les publics précaires en Shtuc par la métropole pour aller acheter des livres dans les réseaux partenaires, comme ça. Voilà. J'ai pas de souffler de lui demander ça. Ça fait partie des mécanismes qui sont mobilisés par certaines collectivités avec des monnaies locales, donc c'est tout à fait envisageable. Et écoutez, merci à toutes et tous d'être venus. Merci à Julien d'avoir filmé. Du coup, vous allez retrouver cette vidéo sur la chaîne Feuille Libre. Ce sera pas disponible immédiatement, mais merci.